Got this stud. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. I was in bed asleep. Whenever you find out there, I can't breathe. Grab his other arm. What's happened to you, alright? Been stabbed. You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Hand? No, I can't breathe. Put the hand in the cuff, mate. This is like. Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother. He's took my turban off. Started grabbing my head. Are you injured? Yeah, I've got swollen eye. Look. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times. He told them he had been stabbed 4 times. The response from one officer was, "I don't think you have, mate." Henry's family have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure, cold rage. That was completely Il est 23h le 3 décembre 2025. Henry Novak rentre à son logement universitaire dans la ville de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, et ce sera sa dernière balade. Âgé de 18 ans, il est décrit comme un jeune homme gentil, aimable et travailleur. Il est d'ailleurs le premier de sa famille à aller à l'université. Ce soir-là, il rentre de soirée seul, non armé, il a un peu bu mais n'est pas ivre. Son taux d'alcoolémie était d'ailleurs même inférieur à la limite légale pour conduire. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sur Belmont Road, près du croisement avec St. Denis Road, vit Vikram Digwa avec sa famille, et cette rencontre va lui être fatale. Mais alors qui est Vikram ? C'est un livreur de 23 ans qui est un Sikh. Les Sikhs sont une communauté religieuse originaire d'Inde, connue notamment pour le port du turban et de la barbe. Ils sont plus de 500 000 au Royaume-Uni. Autre particularité de cette communauté, le port du kirpan. En clair, un poignard cérémoniel sikh qui peut aller de la taille d'un petit couteau à ce qui ressemble clairement à un sabre. Mais bon, on est en Angleterre, c'est sûrement interdit de le porter dans la rue, me direz-vous. Eh bien justement non. L'Angleterre est un pays qui se veut très ouvert et la liberté religieuse y est presque sacrée. Et c'est pourquoi, en toute logique, un citoyen normal n'a pas le droit de porter un couteau de plus de 7 cm, genre couteau suisse, mais par contre, pour motifs religieux, les Sikhs ont le droit de se promener avec leur couteau rituel, dont certaines lames dépassent les 20 cm. Bon après, la loi a pensé à tout, si vous l'utilisez pour attaquer quelqu'un, ça redevient illégal. Une loi, comme vous voyez, très bien pensée, en somme, aucune raison que ça puisse mal tourner. Et en l'occurrence, Vikram Digwa, très religieux, fait même du zèle ce soir-là. Car d'après les autorités britanniques, il a non seulement un petit kirpan sous ses vêtements, mais va plus loin que l'obligation religieuse, en portant en plus un grand poignard sikh de 21 cm dans un fourreau. C'est donc vêtu de son turban, avec son arme à la ceinture, de nuit, que Vikram croise le jeune Henry et une altercation éclate entre les deux. Là, les choses sont moins claires, mais d'après la justice, Henry aurait sorti son téléphone et filmé Vikram en lui demandant d'un ton agressif s'il est un bad man, un homme mauvais. Ce à quoi, en toute simplicité, Vikram répond extrêmement pacifique qu'il est un homme mauvais avant de directement saisir le téléphone d'Henry. Ce dernier veut le récupérer et une lutte s'engage. Vikram sort alors son poignard de son fourreau et poignarde Henry de nombreuses fois. La lame traverse plusieurs couches de vêtements et touche le poumon d'Henry, sectionnant une veine derrière la clavicule, déversant plus d'1 litre de sang dans sa cavité thoracique. À cette blessure mortelle s'ajoutent 2 coups dans le haut des jambes, une au bas du ventre et une entaille au visage. À cet instant, Henry est déjà condamné. L'horreur est déjà totale, mais ça ne s'arrête pas là. D'après la justice, à ce moment-là, le frère de Vikram, Gurpreet, arrive. Pendant ce temps-là, Henry tente désespérément de s'enfuir, de s'éloigner, escalade une clôture, monte sur une poubelle commune, puis tombe sur une voiture voisine. Le tout filmé par Vikram qui ne cherche jamais à le sauver. Mais alors comment faire encore pire ? Eh bien Vikram a trouvé le moyen. Son frère appelle la police et les Sikhs se font tout simplement passer pour les victimes. Ils expliquent au téléphone qu'ils viennent d'être victimes d'une agression raciste de la part d'un blanc. Sorry, we just got attacked racially by some white person. Right, okay. Whereabouts are you? We're on Belmont Road. Just out in the street, are you? Sorry? You're just in the street? Yeah, literally, I just parked up my car to come home and he's attacked my brother. You're talking about verbally or physically? No, he physically attacked my brother. We're Sikhs, we wear turban and he's just attacked my brother.
Alors que de son côté, leur mère, Kieran Kaur, emporte et cache le poignard. Et quand la police arrive, la situation empire encore d'un cran et devient inimaginable. Alors que Henry agonise au somme, Vikrum insiste sur l'agression raciste qu'il aurait subie et ose même se plaindre d'être blessé. Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother. He's took my turban off, started grabbing my head. Are you like that. injured? Yeah, I've got swollen eye. Little. Et la réaction de la police a choqué l'Angleterre tout entière. Non seulement ils n'arrêtent pas Vikrum, mais ils partent du principe que le blanc est coupable et menottent Henry. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. I was in bed asleep. My neighbour just phoned me up and said, look, someone's attacked me. Grab his other arm. So I've just gone right at the end of Liverpool on St Denny's Road. Right. Come running round the corner. What's happened to you, alright? You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Look, that's what, and then I'm like, you've got enough. I want to keep you up. Keep your... Hand? What are you doing? Attacked on this way. I can't breathe. Put the hand in the cuff, mate. This is like. can't breathe. Cette vidéo provient de la caméra piéton d'un des policiers intervenus ce soir-là. On entend clairement Henry dire qu'il ne peut plus respirer, I can't breathe, et qu'il a été poignardé. Et ce, à de nombreuses reprises. Mais rien n'y fait. Un des policiers lui répond même « Tu as été poignardé ? Je ne te crois pas, mon pote. » You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Henry perd alors connaissance, un massage cardiaque ne le ramène pas à la vie, et le jeune Anglais meurt à minuit 37. La famille Digwa est finalement arrêtée le 4 décembre. Chez eux est trouvé un véritable arsenal d'armes blanches, et le téléphone d'Henry que Vikrum avait gardé. Une conversation en Panjabi, une langue indienne, enregistrée entre Digwa et son frère dans le véhicule de police qui les transporte aggrave encore leur cas. Durant cet échange, Vikrum accepte de prétendre avoir agi en légitime défense et reconnaît avoir poignardé Henry et dit même que s'il y avait eu des caméras à cet endroit de Belmont Road, il ne pourrait pas soutenir la thèse de la légitime défense. Le jugement du meurtre a été rendu le 1er juin 2026. Résultat, rejet complet de la version de Digwa. Pas de légitime défense retenue, pas de preuve d'insulte raciste, pas d'agression d'Henry justifiant l'usage de poignards, et Vikrum est donc condamné à la prison à vie avec 21 ans de période de sûreté, en clair, 21 ans avant toute possibilité d'examen par la commission de libération conditionnelle. Pour ce qui est du traitement d'Henry par la police, le juge précise que les policiers travaillaient de nuit, dans une situation pressurisée, et que la plaie thoracique n'était pas forcément visible sur le haut sombre d'Henry. Une enquête est confiée à l'Independence Office for Police Conduct, en clair l'IGPN anglais. La ministre britannique de l'Intérieur, Sabana Mahmood, a pris la parole devant la Chambre des communes le 2 juin, insistant justement sur cette enquête qui devrait répondre à toutes les questions du traitement d'Henry et a demandé aux responsables politiques de ne pas instrumentaliser le drame. Mais alors justement, parlons un peu des conséquences de ce crime. Politiquement et médiatiquement, tout s'emballe depuis le jugement du meurtre ce 1er juin, alors que l'Angleterre est dans une période d'instabilité totale. Les manifestations anti-immigration s'enchaînent depuis plusieurs années, avec comme point d'orgue les manifestations de l'activiste Tommy Robinson, de plus de 100 000 personnes selon la police et 1 million de participants selon les organisateurs, le 13 septembre 2025 et le 16 mai 2026. Sans parler de l'opération Raise the Colours, qui a couvert le Royaume-Uni de drapeaux dans une volonté patriote et anti-immigration. Résultat de ces crises, le parti anti-immigration Reform UK atteint des scores inégalés dans les sondages et les partis classiques dévissent alors que les premiers ministres s'enchaînent. Et la mort de Henry remet le feu aux poudres. Mardi soir, le 2 juin, plus d'1 millier de personnes, parmi lesquelles le militant Tommy Robinson, se sont rassemblées devant le commissariat de Southampton, criant justice pour Henry et dénonçant une police à 2 vitesses. Et plusieurs affrontements ont eu lieu avec la police alors que sur les réseaux sociaux, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. That was completely unnecessary. Et la situation n'a pas l'air partie pour se calmer. Les prises de position et de parole de politiques s'enchaînent, comme Robert Edward Jenrick, membre du parti Reform UK et ancien ministre d'État à l'immigration, qui interpelle la ministre de l'Intérieur, lui demandant si elle assure l'égalité devant la loi pour tous, si elle assure que les vies blanches comptent autant que les autres. And will she say that when it comes to public safety, white lives matter just as much as anyone else's. De son côté, le chef de Reform UK dénonce une police à 2 vitesses et affirme que les droits des Blancs comptent moins que ceux des minorités ethniques, ce que réfute d'ailleurs le Premier ministre Keir Starmer. Il faut imaginer que toutes ces prises de parole sont relayées partout en Angleterre, le pays ne parle que de ça en ce moment. Concernant l'impact du comportement de la police, pour l'heure rien n'est officiellement établi et le juge a déclaré que même si Henry Novak avait reçu rapidement les premiers soins, une réanimation cardio-respiratoire ou même un traitement médical spécialisé, il était déjà condamné. Mais concernant la police, la polémique principale concerne
concerne en fait les directives de la police contre le racisme. Un document publié par le National Police Chief Council, l'organe qui coordonne les chefs de police en Angleterre et au Pays de Galles. Ces directives contre le racisme sont censées garantir une égalité de traitement de la police, une équité raciale, en répondant aux personnes selon leurs besoins, circonstances et expériences spécifiques. Mais le document contient aussi des phrases très controversées, comme « cela ne signifie pas traiter tout le monde de la même manière, ni être colorblind », en clair ne pas être indifférent à la couleur de peau. Et c'est exactement ce qui ressort des prises de parole anti-police de la part des politiciens de Reform UK. Si les policiers sont incités à ne pas traiter tout le monde de la même manière, alors dans une scène confuse comme celle du meurtre d'Henry Novak, une accusation de racisme peut peser trop lourd dans l'esprit et la lecture initiale des faits des policiers. Des hauts responsables de la police devraient d'ailleurs prochainement examiner à nouveau ces directives, notamment une instance nationale regroupant des hauts responsables de la police. La secrétaire d'État chargée des forces de l'ordre, Sarah Jones, a même déclaré sur la BBC que la formulation dans la directive n'était pas appropriée, avant d'ajouter « tout le monde devrait être traité de manière égale devant la loi et je pense qu'il est juste qu'ils examinent ce document ». Mais certains vont beaucoup plus loin et y voient un parallèle avec la mort de George Floyd et un deux poids, deux mesures médiatique insoutenable. C'est notamment le cas du milliardaire Elon Musk qui déplore que les médias traditionnels de l'establishment, les mêmes qui ont écrit des millions de fois sur George Floyd, restent totalement muets sur la mort de Henry. Pour rappel, George Floyd est un Afro-Américain mort lors de son interpellation par un policier blanc à Minneapolis aux États-Unis. Ses derniers mots avaient été les mêmes que Henry, « I can't breathe, je ne peux pas respirer ». Sauf que sa mort avait soulevé immédiatement une vague d'indignation, d'émeutes et de réactions politiques dans l'ensemble du monde occidental, avec certaines réactions qui paraissent lunaires pour une partie de l'opinion publique. Pour ce qui est de Henry, les médias commencent à en parler, mais certains titres, notamment en France, interrogent. D'ailleurs, si vous voulez soutenir des médias qui vous ressemblent et qui parlent de tous les sujets, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est important pour le référencement. Mais alors, au-delà de toutes ces considérations politiques, tous ces débats, un point choque le peuple anglais et dépasse même les frontières britanniques. Henry Novak n'aurait pas dû être tué à 18 ans par Vikram Digwa, armé d'un poignard de 21 cm en pleine rue. Sans compter la souffrance de sa famille qui marque tous les esprits. Justement, le père d'Henry, entouré de sa famille, a fait une prise de parole le 1er juin à la sortie du tribunal qui résume toutes les souffrances de cette famille et de ses proches. But the police did not believe them. Henry was pulled across the gravel, his hands forced behind his back, and he was placed in handcuffs. Instead of being treated as a dying victim, police formally arrested Henry for assault and read him his rights. That was the last thing he heard. Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. He lost consciousness before anyone believed him. Père dont le fils est vu comme un martyr du multiculturalisme britannique par de nombreux Anglais. Sa sœur, quant à elle, a publié sur les réseaux sociaux un hommage à son frère. « Tu me manqueras et je t'aimerai pour toujours. À jamais 18 ans, mon frère. »